Bonjour et bienvenue dans ce deuxième diaporama du groupe Entraide VAE IBOD. Le sujet, ce mois-ci, traitera très généralement des descriptifs demandés dans le livret 2 de VAE IBOD. Concrètement, de quoi s'agit-il? Sur les 9 compétences qui vont du 7.1 au 7.9, la première case que l'on vous demande de développer est la case description de l'activité, comme on peut le voir ici sur cet exemple. Il va s'agir alors de détailler vos emplois, de les disséquer, d'arriver à exprimer toutes les actions que vous mettez en œuvre pour atteindre les objectifs de cette compétence. Pour illustrer un peu mes propos, si une action au bloc était la réalisation d'un lacet, par exemple, le jury ne souhaiterait pas voir juste que d'un lacet défait, vous obtenez un lacet fait. Non. Il va falloir lui expliquer toutes les étapes, le cheminement, à quel âge vous avez pu réaliser votre premier lacet, la difficulté des boucles, etc., etc. Il faut donc en tout premier lieu comprendre la compétence, la définir clairement. Face au livret, la première envie de tout un chacun va être de se précipiter sur la rédaction d'une situation. On a envie de toutes les trouver, de les verbaliser, de les choisir vite, de pouvoir concrètement les présenter. D'ailleurs, à mon accompagnement, c'est ce qu'on nous a demandé de faire. Écrivez des situations pour le prochain rendez-vous. Le descriptif serait-il annexe? Absolument pas. Au contraire, il démarre votre compétence. Je parlais dans le diaporama du point 6, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais du point 6 comme du 4e de couverture d'un bouquin, qui conditionnait l'envie ou non du jury de devenir un lecteur enthousiaste de votre livret. Pour le descriptif, je dirais qu'il s'agit du mode d'emploi de la compétence, ce qui va permettre de déchiffrer votre texte, votre situation écrite. Pour continuer, je vais juste rester sur la compétence 1 afin d'éviter trop d'exemples différents. Et on va juste voir donc cette phrase, décrivez vos activités liées à la prise en charge des patients dans un contexte opératoire et en secteur associé. Donc, qu'est-ce que le jury attend de cette demande? Parce que préciser l'emploi, c'est assez facile, mais celle-là, c'est assez vague et assez précis à la fois. Pour ce faire, nous allons donc demander à Ludivine de nous proposer, comme la dernière diaporama, sa version des choses. Donc, premier texte, elle est très brève. J'ai participé à l'accueil des patients au bloc opératoire et en endoscopie dans la clinique A et dans l'hôpital B. Elle fait ça un petit peu pour tout. J'ai participé à l'installation des patients au bloc opératoire et en endoscopie, voilà, etc., etc. Attente du jury, retrouver tous les items de notation dans les 2 situations qu'elle a écrites. Le risque, c'est évidemment qu'on ne peut pas trouver 2 situations qui englobent l'intégralité de ce qu'on appelle prise en charge du patient. Eh oui, puisque dans sa description, elle n'est pas précise, elle est très brève, on veut tout dans ces 2 situations, mais est-ce que 2 situations suffisent à comprendre la complexité de la prise en charge? Je vais juste faire un petit nota bene sur qu'est-ce que c'est les critères de notation, les critères d'évaluation. Si vous reprenez un petit peu votre référentiel de compétences de l'infirmier de bloc opératoire, qu'on trouve en annexe 2 du livret de VAE IBOD, voilà. Il y a les compétences qui sont écrites et ensuite en dessous on a les compétences détaillées. Et dans les compétences détaillées, vous voyez, il y a un tableau. Je vais l'agrandir. Le tableau ici, pour la compétence 1, vous voyez les critères d'évaluation indicateurs. Je vais encore l'agrandir. Critères d'évaluation, qu'est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée? Que veut-on vérifier? Voilà, c'est là-dessus que le jury va déterminer si oui ou non vous avez validé votre compétence. Et grâce aux indicateurs, il va pouvoir dire si oui ou non, par exemple, la qualité du recueil des informations liées à la personne, à l'intervention est correcte. Est-ce que je valide ça? Il faut que je retrouve tout ça.
Deuxième exemple, donc voilà, on sait que être très bref, c'est pas forcément une bonne solution. Deuxième exemple, elle a visé très large, elle a fait quelque chose de très général. J'ai toujours tout fait de l'entrée du patient au bloc opératoire à sa sortie, quel que soit le lieu où j'ai travaillé. Attente du jury, voir si vous avez compris ce qu'est une prise en charge du patient au milieu de votre tout. Le risque dans votre situation, c'est de ne rien cibler, finalement, de ne pas du tout cibler la prise en charge. Et le jury ne validera pas, car ce n'est pas à lui de se dire dans vos situations, ça fait partie de la prise en charge, ça non. Parce que quand on écrit une situation, on est obligé à un moment de parler de choses qui sont un petit peu en dehors de la prise en charge. Il faut qu'il y ait un fil conducteur, il faut qu'on comprenne la situation. Et il y a des choses qui ne font pas spécifiquement partie de la prise en charge. Donc, est-ce que c'est au jury de se charger de comprendre ce qui en fait partie et de voir s'il y a l'intégralité de la compétence 1? Je ne pense pas. Effectivement, le jury n'a pas à faire le bio-nettoyage de vos idées. Prenez vous-même une chiffonnette et mettez au propre la surface pour que l'on puisse travailler dessus. Dernier exemple, avec Alain. Alain, lui, il a compris qu'il fallait pas être bref et il a compris qu'il fallait pas être général. Mais il n'organise pas la structure de sa description. J'ai fait ça, et j'ai fait encore ça, et puis ça, et puis j'ai fait ça. Une longue succession d'activités piochées dans le référentiel d'activités est posée comme ça, au gré de sa pensée. Même si au milieu il existe des choses intéressantes, comme là une formation en sophrologie, là le fait qu'il soit référent de table maquée, et là une prise en charge des patients polytraumatisés, on risque de passer à côté. Et le risque le plus important, c'est de fatiguer le jury, l'ennuyer, rendre cette partie inutilisable, inexploitable. C'est un petit peu comme chercher le 5 dans cette suite de S. Le candidat a-t-il validé la description? Bah non. Peu importe la façon dont vous allez vous sentir à l'aise pour présenter, la structure doit être votre objectif principal. Grâce à la structure, vous pouvez modifier à tout moment votre descriptif une fois écrit, plutôt que de poser une phrase en plus à la fin, montrant que vous avez eu effectivement cette idée à la fin. Je vais vous faire un petit exemple de structuration. Il en existe plein, ça c'est quelque chose que moi j'aime bien. À chacun de trouver sa méthode. Moi j'aime bien l'idée du parcours patient, c'est-à-dire de l'entrée de la clinique, attention, pas du bloc opératoire, de la clinique, à la sortie de la clinique. Peut-être avez-vous déjà travaillé dans un service, avez-vous fait les admissions. Quand je dis travailler, je pense bien travailler, pas stagiaire IDE. Peut-être avez-vous fait brancardier aussi en travail d'été. Et puis au bloc opératoire, évidemment, vous avez fait l'accueil, vous avez fait le pré-op, le post-op, peut-être même la SSPI si vous avez eu un travail dedans, c'est intéressant. Et si vous avez travaillé à l'entrée, vous avez sans doute travaillé aussi en post-opératoire, retour de patient de bloc, surveillance. Tout ça, ça fait partie du parcours patient, de la prise en charge globale du patient. Je vais vous montrer aussi que, voilà, je vous ai montré un parcours linéaire, ce qu'on peut dire, voilà, à tel moment, à tel moment, à tel moment. Dans cette description linéaire avant, on peut aussi faire des parties. C'est un exemple, toujours, où on va diviser en savoir, savoir-faire, savoir-être. Concrètement, qu'est-ce que ça peut donner? Si je reprends l'étape accueil du patient, voilà, j'accueille le patient en bloc opératoire et sous-étape gestion de l'anxiété. Mes savoirs, évaluation de l'inquiétude et de la détresse, on apprend ça en général à l'école d'infirmier. Ensuite, il peut y avoir un document, une procédure dans votre hôpital, dans votre établissement.
Mes savoir-faire, utilisation de la sophrologie. Donc là, comme on vous a demandé, je renvoie à la page, à la ligne, je renvoie peut-être à l'établissement où j'ai fait. Mes savoir-être, fait preuve de psychologie, accueillant, à l'écoute, empathie. Les savoir-être sont difficilement évaluables. En fait, c'est toutes vos qualités humaines, vos qualités sociales. C'est important de mettre ça quelque part, de le formaliser. Voilà, tout ça sur un exemple de critères de notation validés. Par exemple, qualité du recueil des informations liées à la personne à l'intervention. Les besoins de la personne sont explorés et pris en compte. A priori, ça valide ce critère-là. Donc, pour chaque critère de notation, chaque item, il sera important à la fin de votre description de faire un check. Est-ce que j'ai montré que j'identifiais tous les risques? Oui, non, je check. Est-ce que j'ai montré que je prenais les mesures de prévention des risques? Est-ce que j'ai montré ce que c'était les mesures de prévention des risques? Oui, non, est-ce que je check? Tac. Et ainsi de suite pour tout. Bien sûr, il y aura double check, triple sur certains items, on est d'accord. Mais il faut que tout soit validé. Je voudrais juste, puisque je suis sur la compétence 1, vous parler de ça. Tout à l'heure, je disais qu'il fallait bien définir, bien lire, bien comprendre la compétence. Regardez ici, sur la compétence 1, pertinence et cohérence dans l'utilisation de la démarche de soins. On vous demande une démarche de soins en compétence 1. Est-ce que vous vous rappelez ce que c'est une démarche de soins à l'école d'infirmière, les mises en situation professionnelle? Qu'est-ce qu'on vous demandait de faire dans les démarches de soins? Rappelez-vous ces diagnostics infirmiers que vous posez. Mais c'est ça qu'on veut vous voir faire. Pour moi, c'est totalement ça et c'est comme ça que je l'ai validé. J'ai fait une démarche de soins comme si j'étais étudiante infirmière. Des petits conseils. Tout à l'heure, je disais qu'il fallait valider tous les items, mais on ne peut pas être exhaustif. Il y aura des choses que vous ne pourrez pas dire, des choses que vous oublierez de dire. C'est pas grave. Il faut vraiment essayer de balayer large, mais on ne peut pas être exhaustif. Même si finalement c'est énervant parce qu'on a toujours des idées en plus. J'ai pas dit ça et puis c'est stressant parce que est-ce que j'ai tout dit et puis on finit par être énervé. Oh, ça me fatigue toute cette histoire. On ne peut pas être exhaustif et surtout, je ne le fais pas, je ne le décris pas. Ça serait très mal vu. Je sais pas, je vais penser par exemple aux visites préopératoires. On sait tous que ça existe. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont fait? On aurait envie de le mettre à ce moment-là. Mais si vous l'avez jamais fait, si vous l'avez jamais vu, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Donc, le jury va pas en déduire que vous ne connaissez pas. Il va juste dire que vous ne le faites pas, que vous ne l'avez pas pratiqué. Point. Pour vous aider à écrire les descriptions, je vous conseille les fiches de poste dans votre établissement, le référentiel d'activité évidemment, puisque toutes les activités qu'on a le droit de faire sont marquées dedans, et surtout l'observation. Si vous n'arrivez pas à décortiquer votre activité, regardez les autres. Profitez-en, regardez vos collègues. Demandez-vous comment elles ont appris, ils ou elles d'ailleurs, ont appris à faire leur métier. Comment ils savent qu'il faut monter la barrière, comment ils savent qu'il faut mettre une sangle, comment ils savent qu'il faut accueillir le patient, lui serrer la main si ça va pas, ou enlever son masque. Tout ça, demandez-vous pourquoi les choses sont faites, décortiquer les gens. C'est très important. En fait, il faut réapprendre son métier. C'est comme si on réapprenait à marcher. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain diaporama qui devrait venir un tout petit peu plus vite puisque j'ai déjà bien avancé. Je vous remercie et à bientôt.